Je crois que c'était hier l'invitation. Il était invité hier. J'ai vu un petit extrait, je voulais pas me spoil, parce que justement je voulais réagir en stream. Et en gros, il a mis des tacles au RN. Il est en train de prendre et de partager aussi la dimension où vraiment le danger c'est l'extrême droite. Parce que si l'extrême droite passe en France, là on parle bien de l'extrême droite française. Si elle passe en France, c'est la mort clinique de l'Union européenne. Parce que tous les autres pays, parce qu'il faut savoir qu'on est un des pays fondateurs de l'Union européenne, tous les autres pays vont devenir ultra populistes, ultra réactionnaires. Et ça va être très mauvais parce qu'on va être à cheval entre l'extrême droite pro-américaine, réactionnaire aussi, et l'extrême droite russe, où vraiment il y a une autre politique qui est menée. Avec la censure, les journalistes, et tout ce qui s'ensuit. Très dangereux. Donc moi, honnêtement, je suis un petit peu d'accord, je partage un petit peu son diagnostic. C'est très effrayant d'avoir une extrême droite française, parce que ça va se propager dans l'Union européenne, et ça va être très dangereux pour l'avenir. On écoute Dominique de Villepin. Merci à Baloudju pour le sub, merci mon gars. Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes avec Dominique de Villepin, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le président Zelensky annonce un accord historique avec la France, il sera à Paris ce lundi, il parle de l'aviation. Le Rafale est-il en question? On va le savoir donc dans quelques heures, mais déjà on a quelques suppositions à ce sujet. La France qui joue le rôle de chef de file face à la Russie, contre la Russie, est-ce que ça vous paraît être une bonne chose? Nous oscillons. Nous avons été, par Emmanuel Macron, le chef de paix au début de la guerre, et beaucoup en ont été meurtris, et nous voilà maintenant transformés en chef de guerre. Je ne crois pas que ce soit la vocation de la France. La tâche est très rude. Nous voyons les combats se durcir, même si la progression russe reste encore très lente. Pokrovsk est menacé, Zaporizhzhia, les Russes aussi avancent lentement, mais ils avancent. Donc la question du soutien, de la défense de l'Ukraine se pose plus que jamais. Nous devons. D'ailleurs, les mecs, à ce qui paraît, il y a une rumeur comme quoi l'Ukraine va nous acheter 100 Rafales. Et du coup, ça va être le pays qui aura le plus d'avions aériens, enfin d'avions aériens. Le plus d'avions, la flotte aérienne derrière la France, dans l'Union européenne. Donc t'as la France en premier, dans l'Union européenne, dans l'Europe, t'as la France en premier et en deuxième ce sera l'Ukraine. Bon, on verra ce que ça va donner, l'accord historique d'ailleurs, on verra ce que ça va donner. J'ai rien compris à cette annonce. Bah après les gars, la France peut vendre des avions, mais vous savez que l'Ukraine, il y a des donations, il y a des prêts, il y a des donations, etc. Et l'argent qui est utilisé en Ukraine peut permettre d'acheter nos avions. C'est signé, c'est bon, c'est signé. Ouais, c'est incroyable. C'est signé. Soutenir la résistance et la défense de l'Ukraine. Mais nous devons aussi garder en tête que la guerre ne résoudra rien. Okay. La guerre empêchera la mise en cause de la souveraineté ukrainienne, mais la guerre, ce n'est pas la fin en soi. Et c'est en cela que notre responsabilité, et au premier chef peut-être en Europe, celle de la France, c'est de porter aussi une certaine idée de ce que pourrait être ce cessez-le-feu et une perspective de paix. Nous avons été, à un moment donné, dans ce temps-là, et nous l'avons exposé à Donald Trump, les pays européens, et puis tout cela semble aujourd'hui du passé. Je le regrette. Quand vous dites, pardon, que la France n'a pas vocation à être chef de guerre, est-ce que d'après vous, ça comporte un risque ? Mais il y a, oui, le risque de toute guerre, le risque d'être entraîné dans quelque chose qui nous échappera et qui associera le continent européen, l'Union européenne à la guerre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je crois que c'est rajouter encore un risque supplémentaire. Que nous soutenions de toutes nos forces l'Ukraine, c'est une chose. Que nous soyons comptables de la douleur de l'Ukraine et que nous aidions l'Ukraine à formaliser des avancées vers un cessez-le-feu. Les gars, il est temps les gars, pour l'Ukraine, hein. Ah, il est temps, les mecs. Ah, il est temps de faire quelque chose pour l'Ukraine parce que je pense que ça va devenir insupportable. D'ailleurs, les gars, il y avait un représentant de l'OTAN, mais je crois que c'était sur la partie allemande, un responsable allemand de l'OTAN ou je ne sais pas quoi, qui avait annoncé qu'il y aura une guerre de haute intensité entre l'OTAN et la Russie avant 2029. Il y en a, ils avaient prédit pour 2030 quelque chose comme ça. Mais avant 2029, il y aura potentiellement une guerre de très haute intensité entre l'OTAN, pas l'Union européenne, hein, mais l'OTAN et la Russie. Oh putain, foutez-nous la paix, je vous en supplie, wesh. Maintenant c'est 2027, Dofla, t'es sûr? Il avait dit 2027. Tu mens, wesh. Oh non, tu mens.
c'est notre responsabilité. Nous n'avons pas à donner du carburant à cette guerre. Ce serait irresponsable. Et c'est en cela que nous le voyons bien. Cette guerre ne se joue pas uniquement en Ukraine. Cette guerre se joue aussi sur le front diplomatique. Donald Trump reste enlisé dans des rêves qui n'ont pas, pour le moment, donné quoi que ce soit. Nous devons amener Donald Trump à avancer sur ce dossier et nous devons amener la communauté internationale, les pays du Sud global, toutes les grandes puissances à apporter leur concours. Mais nous ne pouvons pas nous habituer à la guerre et franchir des étapes supplémentaires comme si tout ceci resterait sans conséquence. Nous payons aujourd'hui un prix très lourd à la guerre, nous les Européens, nous la France, notre économie, nos sociétés. Et pour cela, le rôle du président de la République, c'est de toujours garder à la fois cette exigence de soutien, parce que la défense de l'Ukraine nous concerne directement, c'est un enjeu de sécurité pour nous, mais aussi, et c'est là où nous attendons le président de la République, pas dans le énième programme d'armement, mais aussi dans la capacité que nous avons avec les Ukrainiens à formaliser une proposition de cessez-le-feu. Quel est ce prix, pardon, permettant d'avancer vers la paix. Vous parlez d'un prix, alors on sait... Alors il y a quelque chose que j'aimerais vous dire aussi, j'ai vu que la Roumanie c'était aussi beaucoup militarisé, et les gars j'ai l'impression, j'ai peur, en fait j'aime pas trop partager du dooming en stream, mais à un moment donné il y a une réalité implacable, il y a une réalité qui est implacable. L'Union européenne est en train de fortement se militariser. Il y a des conflits dans le monde entier, même en Afrique du Sud. J'ai vu en Amérique du Sud, j'ai vu que le Venezuela est à 2 doigts de se faire bombarder par les Américains. J'ai vu que Taïwan, la Chine, j'ai vu que la Chine avait menacé de décapitation les Japonais qui iront aider les Taïwanais. Les gars, s'il vous plaît, il y a une ultra-militarisation de cette planète. C'est pas marrant. C'est pas marrant, genre c'est pas drôle. On nous dit matin, midi, soir que nos ennemis, c'est pas les Russes. Les Russes n'ont rien à foutre de l'Union européenne et même des Français, mais j'ai l'impression que la Russie est en train de vraiment nous casser les couilles, les gars. La Russie nous casse les couilles, genre. Je ne dis pas que c'est eux, les responsables des drones. Vous savez, il y avait les histoires des drones qui violaient l'espace aérien de la Belgique. Il y avait même la France. Il y avait le cargo aussi, la flotte fantôme qui était vers l'est de la Bretagne. L'ouest, pardon, de la Bretagne. Je me dis, à un moment donné, les Russes, ils sont en train vraiment de nous saper le moral. Ça passe aussi par une pression psychologique aussi, les mecs. C'est ça la guerre, en fait. C'est ça la guerre. Les sabotages et tout. Il y a eu des sabotages de trains en Pologne. Ah ouais. Bah ouais, Cynthia, ça fait peur. Donc quand il y a des mecs comme Florent Philippot qui viennent nous expliquer matin, midi, soir qu'il ne faut pas s'inquiéter, que la Russie en a rien à foutre de nous. Mais ok, la Russie en a rien à foutre. La Russie s'en bat les couilles, pardon, je vais dire des termes vulgaires. La Russie s'en bat les couilles de la France. Oui, mais pas de l'Union européenne et de son entité. Et lui, comme il est dans le bail, Frexit, etc., bah c'est normal que M. Philippot, il fait la promotion de la Russie, ma gueule. C'est normal. Moi, ça m'inquiète. Moi, je vous dis la vérité, ça m'inquiète. Par exemple, en matière d'hydrocarbures, d'ailleurs, le président Trump, déjà, évidemment, s'est engouffré dans la brèche, pour une bonne ou mauvaise raison, chacun est juge. En matière d'armement, les Américains vendent des armes, mais avec un supplément de prix de 10%. Quel est exactement, quand vous dites la France paie un prix de cette guerre, quel est-il d'après vous? Alors, Comment le définissez-vous? Je ne pense pas seulement au prix économique, à la contribution, à l'effort. Nous ne sommes pas d'ailleurs parmi les premiers dans l'Union européenne à apporter notre concours. Je pense bien davantage à cette polarisation des esprits, à ce risque qui renforce, ce risque militaire qui renforce le piège identitaire et qui conduit toute une série de forces politiques aujourd'hui à aller dans le sens du populisme, soit qu'ils soient tentés de soutenir la Russie, soit qu'ils soient tentés de soutenir le populisme trumpiste. Mais tout ceci participe à cette logique de surenchère sécuritaire et autoritaire qui nous éloigne des fondamentaux qui sont les nôtres, des grands principes républicains. Et en cela, je pense qu'il y a un prix démocratique à cette situation. Et c'est pour cela que nous devons nous battre aussi de toutes nos forces pour faire en sorte de résoudre ce drame, d'apporter notre concours, et c'est le rôle de la France. Vous avez dit qu'il y a un risque d'être entraîné. Quel est ce risque exactement? Vous dites bien, vous n'avez pas l'air de croire à un risque de guerre générale là, devant nous, mais quand vous dites être entraîné dans quoi? Être entraîné par une escalade, si l'Ukraine devait être enfoncée sur l'un ou l'autre de ses fronts. Le jeu des alliances, le jeu des engagements comporte une dynamique que nous connaissons. Nous l'avons vécu dans d'autres temps, pendant la Première Guerre mondiale, et nous savons que ce jeu... Après, là où je suis d'accord avec vous, les amis, on ne sait pas si tout ça c'est du fait de la Russie. Il y a des inside jobs de l'OTAN aussi. Alors là où je partage votre idée, l'idée de se dire que
l'OTAN veut nous entraîner dans une guerre mondiale pour un petit peu reset en quelque sorte les règles du jeu. Je le dis de manière très brutale. Mais croyez pas que la Russie, c'est un pays qui nous veut du bien, les mecs. Hein. Faut arrêter de croire à un moment donné que les Russes, c'est bien. Hein. Moi, je veux bien qu'on critique les États-Unis. J'ai aucun problème, j'ai aucun tabou avec ça. Je veux bien qu'on critique l'OTAN, l'entité OTAN. Aucun problème. Commission européenne, l'Europe, l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de croire que les Russes, ils sont sympathiques, les mecs. Les Russes sont tous au sympa avec nous, les mecs. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Moi, je fais confiance en personne, Poppins. Pompins, je sais pas quoi, pardon, excuse-moi, Pompins. C'est parce que ton pseudo, il est compliqué. Je fais confiance en personne, mon gars. Personne. Personne. D'entraînement des alliances peut être extrêmement dangereux. Donc ce que j'ai dit, agissons les yeux ouverts. Que nous apportions notre soutien sans faille, c'est une chose. Que nous imaginions des dispositifs, et j'étais pour ma part très favorable à une zone bouclier aérienne permettant de protéger en particulier les populations civiles, car il y a là un peuple qui souffre. Que nous allions au-delà, c'est-à-dire jusqu'à les troupes au sol, ce qui a été envisagé par le président de la République à un moment donné. Sa posture de chef de guerre n'est pas d'aujourd'hui, elle est ancienne. Là, je crois qu'il y a une ligne qui ne doit pas être franchie. Nous ne devons pas rentrer dans la guerre, mais bien tout faire pour que cette guerre reste cantonnée. Mais comme nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une guerre qui se déroulerait comme cela de façon illimitée, eh bien nous devons agir pour que par la négociation, par la diplomatie, eh bien les choses puissent être renversées. Et ça, c'est tout le sens de la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes par trop passifs, nous ne pesons pas suffisamment. À un moment donné, entre adultes, il faut être sérieux. Ces questions de guerre et paix sont lourdes. Ce n'est pas le président des États-Unis tout seul qui doit prendre cette responsabilité. En très clair, est-ce que ça signifie... N'empêche, ça me fume parce que ils parlent vraiment comme Mélenchon, les mecs. Hein. La position de Mélenchon du non-alignement, c'est exactement la même doctrine que prône aussi monsieur Dominique de Villepin. Les troupes au sol, les macronistes l'assument. Peut-être même que Glucksmann aussi, on va le savoir demain. Hein. Peut-être même que Glucksmann, il n'est pas contre l'idée de mettre des troupes françaises au sol ukrainien. Donc oui, cette doctrine-là, c'est du non-alignement, je peux la comprendre, je la partage, il n'y a pas de problème. Signifie que si ce lundi la France vend, mais on sait que c'est par un jeu de subvention, on en parlera dans un instant avec Thierry Breton, des Rafales à l'Ukraine, ça signifie, pour reprendre votre mot, que c'est donner du carburant à la guerre. Non, je vous dis que nous soutenions par des armements adéquats. Je ne mets pas en cause la nécessité d'apporter notre soutien à l'Ukraine. Mais ce que je mets en cause, c'est le fait que dans le même élan, plus nous apportons un soutien à l'Ukraine sans nous engager directement dans la guerre, plus nous avons le devoir de travailler à un cessez-le-feu et à une perspective de paix. C'est ce que je dis. Et c'est parce que le président de la République a oscillé entre chef de paix et chef de guerre, parce qu'il a en permanence hésiter entre maintenir l'unité de l'Europe et défendre la puissance européenne, l'autonomie stratégique. De ce point de vue-là, il faut lui rendre grâce. C'est son mérite d'avoir défendu cette position. Mais à un moment donné, il faut être capable de défendre un intérêt général, l'intérêt général des Européens, l'intérêt général de l'Ukraine. Nous voyons les scandales qui existent en Ukraine de corruption. Nous voyons le risque qu'il y a aussi en Ukraine d'un délitement de la société. Eh bien, anticipons tout cela et essayons de faire en sorte que le travail de la paix soit accéléré. Une autre politique est-elle possible? Et en particulier un dialogue. Vous dites, le président de la République a oscillé. On peut le voir en positif ou en négatif. Il a tenté. En tout cas, on se rappelle l'image de Brégançon, on se rappelle l'image de la longue table, quand il a essayé encore de dialoguer. Après, il y a eu ces formules « ne pas humilier la Russie ». Et ensuite, effectivement, la France est chef de file contre la Russie. Est-ce qu'on peut revenir à une époque, vous avez incarné, Jacques Chirac a incarné l'époque où ça se passait bien. Avec Poutine, il y avait un dialogue très nourri. Est-ce que ce temps-là, d'après vous, peut revenir ? C'est extrêmement difficile aujourd'hui à imaginer, tant le régime de Vladimir Poutine, l'ensemble du système russe est orienté vers la guerre. Donc ne soyons pas naïfs, ne soyons pas innocents. Aujourd'hui, il y a bien en Russie une logique de guerre. Et c'est à cela qu'il faut faire face. C'est pour cela qu'il faut résister, et c'est pour cela qu'il faut opposer un certain nombre de forces de dialogue et de paix, non pas tant avec la Russie, mais avec les alliés de la Russie, avec toutes les forces de la communauté internationale, pour faire en sorte que le bon sens, à un moment donné, puisse l'emporter. Mais c'est un travail qui consiste pas seulement, et loin de là, à convaincre la Russie, mais en quelque sorte à contourner la Russie pour faire que cette paix ou ce cessez-le-feu s'impose. Dominique de Villepin, le chef d'état-major des armées a beaucoup marqué en disant qu'il faut se préparer à un choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Alors, il y a toute une palette de réactions, depuis ceux qui disent
Un choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans, les mecs. Oh là 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 là. Yosham, merci pour les 10 subs, mon ami. Merci pour les 10 subs, les gars. Mon gars, merci du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci, mon frère. Sub. Mais oui, mon gars. Non, mais... Vous voyez, les gars, même des Français, même des grands gradés français viennent t'expliquer, des grands militaires viennent t'expliquer qu'on aura un choc contre les Russes d'ici 3 ou 4 ans. Après, les mecs, je ne sais pas qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur, vraiment, le vrai casus belli qui va entraîner l'OTAN dans une guerre de haute intensité contre la Russie. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai l'impression qu'il va se passer un événement en Estonie, en Lituanie, Lettonie. Peut-être que la chute de Zelensky va peut-être être aussi un top départ pour déclencher une guerre, parce que, ok, Zelensky chute, mais peut-être que le gouvernement qui va être mis en place, l'Union européenne va tout faire pour mettre en place un gouvernement pro-européen et empêcher les Russes de s'emparer définitivement de Kiev. Donc peut-être que la chute de Zelensky pourrait être l'élément déclencheur d'une grosse guerre. J'en sais rien, les mecs. Franchement, j'en sais rien. Donc là, pourquoi tu live plus vers 19h? C'est la première fois que je live à 22h, mon gars. C'est la première fois. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est la première fois que j'ai lancé mon stream à 22h. Voilà. Parce que j'étais en podcast. Voilà. C'est exagéré, on est en train de survendre en quelque sorte le danger, jusqu'à l'autre extrême, ceux qui jugent la guerre générale inéluctable. Quel est votre avis ? Je pense que toutes ces analyses sont tout à fait prématurées. Je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir à mobiliser les Français. Donc là, il ne faut pas rentrer dans le grand jeu des médias avec la Russie. La Russie n'est pas le grand méchant loup. Tu peux continuer à croire. Franchement, hein, tu peux continuer à croire que la Russie n'est pas le grand méchant. Tu crois ce que tu veux, mon gars. Hein. Franchement, vous croyez ce que vous voulez, les mecs. Hein. Moi, j'ai dépassé ce clivage de me dire que les Russes sont gentils. J'ai quitté le train. Je pense que l'OTAN et la Russie, ce sont deux entités problématiques. Voilà. Mobiliser les Européens pour un effort de guerre qui doit être fait. Encore faut-il qu'il soit fait intelligemment, de façon appropriée, que nous ne menions pas la guerre d'hier. Le général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, raconte comment il a pensé la guerre avec des chars et avec des avions, alors que la stratégie de l'avant était tout à fait différente. Aujourd'hui, la guerre que nous devons mener dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien sûr la capacité que nous avons à nous défendre, mais c'est aussi la capacité que nous avons à mener la guerre technologique, la guerre écologique, la capacité à mener la bataille du numérique. Donc c'est une conception beaucoup plus large. Pourquoi ? Mais restons un instant, Vladimir Poutine. Permettez-moi de terminer. Pourquoi ? Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas seulement le risque qu'il y a d'une guerre d'Ukraine qui s'élargirait, c'est aussi le risque que la souveraineté européenne et la souveraineté française soient effacées. C'est-à-dire que nous nous retrouvions dans une situation où notre indépendance serait mise en cause. Vous avez traité avec Vladimir Poutine beaucoup, pendant les années où vous étiez Premier ministre. À l'époque, il y a un moment où vous étiez allié, on peut dire ça, face aux États-Unis dans l'affaire de l'Irak, où vous êtes opposé à l'invasion de l'Irak par les États-Unis ? Nos positions se sont retrouvées pour dénoncer l'intervention américaine. Je pense rétrospectivement que nous ne parlions pas de la même Russie et que nous ne parlions pas du même Vladimir Poutine, même s'il y avait en gestation un certain nombre d'éléments qui ont grandi par la suite. Mais l'histoire n'est jamais écrite, monsieur Rochebin. La Russie a nourri sa méfiance depuis 1999, le Kosovo, la guerre de Libye en 2011, qui a été un tournant dans la confiance vis-à-vis des pays occidentaux et des pays européens. Tout ceci n'a cessé de grandir. Mais à tout moment, et c'est une des règles de la vie et de la diplomatie, il faut savoir saisir les occasions, forcer la porte et imaginer d'autres futurs possibles. Très impressionnant de voir à quel point Trump est en train de surenchérir dans la chose militaire. Les 1000 milliards de dollars de budget militaire. L'essai, ce premier essai nucléaire fait en août, mais révélé maintenant dans le Nevada. Alors c'est l'essai du vecteur, puisque... Ah ouais, il a fait un essai nucléaire. Il a pas blagué, les mecs. Il a fait un essai nucléaire dans le Nevada. Non, mais Trump, c'est un malade. Vous vous rendez compte qu'il pollue... Attends, si je tape Nevada sur Google, il est en train de polluer les sols américains normal, genre. Nevada. Essai. Les États-Unis ont réalisé un essai nucléaire. Ah, il n'y a pas de charge nucléaire. Ok. Il n'y a pas eu de charge nucléaire. Ça va. Ça va. Pas de charge réelle, mais c'est quand même un essai physique qui a été mené, les largages de bombes nucléaires à gravité B-61-12 depuis un chasseur F-35. Qu'est-ce que ça dit de Trump aujourd'hui ?
Wow. Son opportunisme, sa volonté d'utiliser tous les outils de la puissance sur l'ensemble des théâtres et de saturer en quelque sorte l'échiquier mondial par sa logique d'initiative, mais cela ne doit pas obscurcir notre jugement. Donald Trump sort d'une double humiliation. D'une humiliation vis-à-vis de la Chine, et nous avons bien vu lors de la négociation commerciale que les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. Humiliation par ailleurs sur d'autres théâtres, en particulier sur l'Ukraine, où il n'a pas du tout réussi vis-à-vis de Vladimir Poutine à marquer des points. Et l'on voit aujourd'hui que au Proche-Orient et à Gaza, rien ne change. En dépit de sa bonne volonté, en dépit du rôle qu'il veut se donner de faiseur de paix, eh bien, la mort continue de l'emporter à Gaza. Et rien n'avance. Donc, cette humiliation conduit Donald Trump, qui est un homme de communication, à se mettre en scène dans des rôles qui visent à toujours dénoncer l'ennemi qui est le sien. Et c'est pour cela qu'il gesticule au Venezuela, avec cette volonté de fixer clairement l'ennemi. L'ennemi au Venezuela, c'est le socialisme, c'est... But I understand zero at FR. I am Ukraine, bro. Welcome to Ukraine, bro. Migration, c'est le présumé trafic de drogue. Puis là, il y a à côté, il y a bien sûr... trafic de drogue pour le Venezuela, on peut parler de la Colombie. Ouais. Le fentanyl... Ah oui, alors ça, il y a un partage. Ouais. Non, le fentanyl, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit produit en grande quantité au Venezuela, ni d'ailleurs d'autres productions de drogue. Mais la volonté donc de fixer l'ennemi, et il mène le même combat contre le Venezuela qu'il mènera contre Zoran Mandani. C'est à chaque fois des figures, des images qui se cristallisent et qui permettent d'identifier en permanence l'ennemi. Avec, et il faut le souligner, ce n'est pas suffisamment souligné, toujours une exigence qui est d'attiser la division intérieure. Ah non, mais Reisenberg, il est retourné sur mon stream. Mais je croyais que tu voulais plus revenir. Oh non, t'as pris 7 bans sur mon stream. Non. Oh non, t'es de retour sur mon stream pour aller arrobas tous mes viewers pour dire que toi t'as un problème, je suis pas d'accord, toi t'as un problème. Oh non, flemme. Ah non, pas ce soir, Heisenberg. Ah non, pas ce soir. Tu m'avais dit que t'allais plus jamais revenir sur mon stream, wesh. Ah non, ça y est, frère. Wesh, il a arrobas 3-4 viewers en même temps, c'est une dinguerie. 7 bans, il s'est pris. Mon gars, oh. La guerre civile intérieure, c'est le quotidien aujourd'hui de l'Amérique. Oui. On mène le combat contre la science, contre l'éducation, contre l'université, contre le droit. Et on polarise les esprits, on les divise. Et le Venezuela fait partie de ces sujets de politique intérieure américaine, compte tenu de l'importante communauté cubaine qui existe. Le secrétaire d'État américain, qui est lui-même, Rubio, qui est lui-même d'origine cubaine. Donc tout cela participe d'une effervescence pour galvaniser les énergies. Est-ce qu'il peut y avoir plus que ça? On a vu dans... Dis-moi, De Villepin, il se considère centriste. Alors, De Villepin, il est plus dans le clivage gauche-droite. Lui, il s'estime être le dernier des gaullistes. Et il a son propre parti politique. Hein. Ça s'appelle la France humaniste. LFH. C'est nul. Hein. On a LFI, ça a plus de flow. Mais LFH. Je sais pas, c'est nul. Je trouve ça nul comme nom. Histoire, beaucoup de gens dont on pensait qu'ils ne feraient pas la guerre, qui l'ont fait, et vice-versa. Hein. Quand on est au pouvoir, c'est tout. On voit chez Trump des poussées, disons, militaires ou militaristes qui ne sont pas celles que les analystes disaient souvent. Tout à l'heure, on aura Thierry Breton, qui dit à quel point, et chiffre en main, les États-Unis sont en train de se garantir, avec certaines réussites, la primauté à la fois énergétique, technologique et militaire. Alors, il faut tempérer tout cela. C'est bien sûr l'objectif des États-Unis. La réalité, je pense, doit être davantage nuancée. D'abord parce que, parallèlement, d'autres pays s'arment. La progression de la Chine, par exemple, dans le domaine de la marine, est absolument colossale. Il y a une supériorité dans le domaine de la marine de la Chine par rapport aux États-Unis. Et dès lors qu'on parle de mer de Chine du Sud, cela peut faire la différence. D'où aujourd'hui la très forte tension entre le Japon et la Chine. Deuxièmement, Donald Trump a veillé jusqu'à maintenant à rester dans un cadre très précis, et pour des raisons politiques et des raisons idéologiques. Les MAGA, ceux qui l'ont élu, ne souhaitent en aucun cas de nouvelles aventures. Donc là, j'ai une tech, mais vas-y, les pro-guerres du chat vont me défendre. Non, vont me tuer, est-ce que tu peux me défendre? Vas-y, donne ta tech vite fait. Je veux savoir c'est quoi ta tech. Extérieure. Les États-Unis de Donald Trump se sont engagés
à ne plus céder à cette pulsion de guerre. Et il a veillé, quand il s'est engagé au Proche-Orient, à venir en appui, et très brièvement, à Israël pour frapper l'Iran. Et d'emblée, il s'est retiré et il veut considérer lui-même qu'il a tellement bien réussi qu'il n'est pas nécessaire de recommencer. En cela, est-ce qu'il vaut mieux que ses prédécesseurs? Dieu sait si vous avez dit que des gens comme, par exemple, Hillary Clinton étaient des guerrières, étaient des bellicistes. Est-ce que de ce point de vue-là, vous êtes plutôt satisfait de Trump? Non, je ne dirais pas ça, parce que je crois qu'il reste un esprit soucieux de développer une logique interventionniste et impérialiste. Elle ne s'exprime pas forcément par la force, mais ses revendications sur le Groenland, sur le Canada, sur le canal de Panama, doivent être prises au sérieux. Il y a cette idée de prédation, il y a cette idée de prendre les richesses du monde, et voyons-le très clairement pour nous, Européens, les atteintes à la souveraineté, aux intérêts commerciaux de l'Europe, les atteintes à la souveraineté numérique de l'Europe, le refus d'appliquer les règles que notre ami Thierry Breton a mis en place très intelligemment, mais qui ne sont pas respectées par les Américains, la volonté de mettre en place une domination dans les services financiers, ce qu'on voit avec les stablecoins, tout ceci participe d'une nouvelle Amérique impériale. Stablecoin carrément, putain le mot frère. Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'il a dit? Ça me saoule les suceurs de De Gaulle comme si c'était Dieu, alors que quand on regarde bien historiquement tout ce qu'il a fait, à part la libération, politiquement parlant, il est mid. Mais vu que c'est De Gaulle, il fait l'unanimité comme Zidane, personne s'attaque sur ce qu'il a fait. Je suis pas d'accord. Moi, je ne pense pas que mon chat soit des suceurs de De Gaulle. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas que De Gaulle jouit d'une grande popularité sur mon stream. Je pense pas. Je pense que les gens ils sont plus en mode j'en ai rien à foutre, genre. J'ai l'impression que ce mec est Dieu. Après, il a libéré notre pays, les mecs, hein. Et c'est pas, il l'a pas libéré seul, évidemment. Mais son discours qu'il a fait à la BBC depuis l'Angleterre, ben ça a galvanisé les troupes, les mecs, hein. Ça a galvanisé les troupes de fou, genre. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Après son gros képi, c'est dur de résister. Qui veut la paix par la force et qui donc pousse son avantage de puissance au maximum. Ce qui est espéré par Donald Trump au Venezuela, c'est qu'au bout du compte, les choses par elles-mêmes conduisent à un changement de régime. Est-ce qu'il est en train de réussir? Effondrement du régime. Est-ce qu'il est en train de réussir? C'est-à-dire à pomper les richesses de l'Europe, l'épargne de l'Europe, déjà maintenant, les données numériques de l'Europe, et puis évidemment l'histoire des droits de douane. Je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée de zone d'influence aujourd'hui dans un monde néo-impérial. L'Amérique clairement prend conscience que l'Amérique latine a été très convoitée par la Chine, par la Russie, qui ont progressé considérablement et veut stopper cette évolution. C'est à la fois la doctrine Monroe de 1823 et en même temps la politique du gros bâton de Theodore Roosevelt du début du XXe siècle. Donc il y a une réaction à cela. Et en Europe, de la même façon, les États-Unis entendent pousser leur avantage pour régler le compte avec ce qui est leur objectif, c'est-à-dire la Chine. Donc embarquer l'Europe dans une aventure qui les conduira à ne plus accepter les produits chinois et donc forcer l'Europe. Et c'est en ça que l'Europe aujourd'hui est particulièrement paralysée. L'Allemagne est un symbole de cette difficulté à regarder vers l'avenir. L'Allemagne, son modèle ayant été mis en cause par la guerre d'Ukraine, son modèle énergétique, son modèle commercial, l'Allemagne s'est repliée sur les deux marchés qui lui permettent d'exporter ses biens, son automobile, son industrie. La Chine et les États-Unis. À partir du moment où les États-Unis font pression pour que le marché chinois se ferme, que l'Europe se ferme aux produits chinois, que va-t-il se passer? Il ne restera que les États-Unis. Et qu'en sera-t-il de la souveraineté européenne si l'Allemagne ne défend pas cette souveraineté? Et c'est peut-être là où Emmanuel Macron a eu tort de ne pas jouer la carte importante sur la question ukrainienne. On ne peut pas avancer sur la question ukrainienne efficacement en tant qu'Européens si la France et l'Allemagne ne sont pas sur la même ligne. Alors que se passe-t-il? Et c'est la grande nouveauté depuis quelques années, nos intérêts divergent de façon tellement considérable. Les gars, quand je vous dis que la géopolitique va prendre une place extrêmement importante en 2027, il faudra pas blaguer les mecs. Ça va vraiment prendre une place extrêmement importante et je pense que, comme en 2022, j'ai le sentiment que ça va jouer l'effet drapeau. Encore une fois, je l'avais dit, la théorie de l'effet drapeau, j'y crois encore. Macron a subtilisé le débat présidentiel parce que la Russie a déclenché une guerre en Ukraine, sa fameuse opération spéciale militaire.
Mais là, quand tu vois l'aura de M. de Villepin, même M. Mélenchon a aussi des takes sur la géopolitique mondiale, européenne aussi, je pense que le sujet géopolitique sera extrêmement important en 2027. Je le pense. Bonsoir Dofla, désolé pour mon message sur le chat de Chini. Je voulais juste rigoler sur le fait que c'était tes viewers, alors que je ne connais pas, désolé. Non, tranquille. Je suis pas rancunier. Mais Trump. Mais monsieur de Villepin a très très bien compris. Franchement, très fort. Je vais juste regarder le prochain sujet, voilà, sur le RN. C'est là, l'Allemagne, ça va, on s'en fout un petit peu, je vais écouter la dernière partie vite fait. Piège, mais on voit à quel point beaucoup de nations appellent ça une nouvelle politique. D'ailleurs, parfois, ce sont des gouvernements sociodémocrates. Le rétablissement de certains contrôles aux frontières, ce que font les Polonais, ce que font les Allemands, ce que font les Danois, est-ce que ça ne donne pas raison, de fait, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, au RN? Ce sont des idées que le RN a longtemps portées. Mais qu'il y ait une capacité du Rassemblement national à pointer du doigt... Là, tu ne penses pas que c'est la France qui devrait diriger l'Union européenne et sa politique? Bah non, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu es rentré dans l'Union européenne, tous les pays ont leur mot à dire. Genre, tu veux laisser la France diriger l'Union européenne et sa politique, alors que l'Allemagne a un meilleur PIB que nous, alors que l'Espagne est en pleine progression en termes de croissance, l'Italie, c'est la même chose. Genre, les autres pays, ils ont leur mot à dire aussi. Genre, pourquoi la France, c'est seulement la France? Bah non, mon gars. Un certain nombre de difficultés. Bizarre, ouais. Mais est-ce que ça donne raison? Est-ce que ça fait une politique que d'exploiter la colère ou d'exploiter la peur? Ma conviction, c'est que dans l'effondrement français, parce qu'il faut comprendre comment un pays comme la France peut se retrouver dans la situation d'aujourd'hui, il y a des responsabilités qui sont caractérisées.